Elle est facile, elle est indestructible aujourd'hui Tessa, allez continuez, allez petite. On a coutume de dire qu'on n'est pas un vrai skieur tant qu'on ne s'est pas rompu les ligaments croisés. Donc bon, ouais, c'est une blessure très très commune. Voilà, maintenant on arrive sur la dernière course, j'ai 2 manches à faire pleinement. Je sais qu'il va falloir prendre une petite part de risque et cette petite part de risque, voilà, j'ai envie de la prendre parce que c'est aussi comme ça que je suis le mieux. Tessa Worley, championne du monde de géant, 20 ans après Carole Mer, la 2e médaille d'or pour l'équipe de France. Salut à tous et bienvenue dans le 4e épisode de Transisport, et comme chaque mois on va interviewer une personne qui gravite dans le monde du sport, qu'elle soit elle-même sportive ou non. Et petite première pour nous parce que pour la première fois nous sortons de Paris pour nous retrouver dans un temple de l'Olympisme à Albertville pour interviewer la skieuse française Tessa Worley. Bonjour Tessa, ça va ? Bonjour, ouais ça va bien, merci. Comme on le dit toujours à nos invités, c'est un peu difficile de présenter quelqu'un en étant sûr de dire tout ce qu'il faut et rien oublier. Du coup on va te laisser le soin de te présenter toute seule en quelques mots. D'accord, alors je m'appelle Tessa Worley, je fais du ski alpin en compétition depuis toujours. J'ai 30 ans cette année, je viens du Grand Bornand, une petite station en Haute-Savoie. Et voilà, le ski c'est vraiment ma passion, j'adore ça, j'aime la compétition et pour le moment, voilà, ma carrière s'est super bien passée, je suis très contente et je continue à évoluer, à progresser et c'est vraiment ce que j'aime gagner. Je fais un peu de dans modestie l'idéal. parce que tu le dis pas, mais pour les gens qui le savent pas, tu as quand même 2 championnats du monde individuels, une Coupe du Monde et 2 championnats du monde en équipe. En équipe. C'est ça. Ouais, Quand même c'est un gros ça. palmarès. Oui, c'est vrai que non, je suis très contente. Tout se passe bien pour moi. J'évolue dans un milieu que j'aime et les résultats ont suivi. Il y a eu des années plus difficiles que d'autres, mais non, je suis plutôt contente de ce palmarès et j'espère continuer à le faire un petit peu grandir les prochaines années. Première question, du coup, il y a un truc qui me fascine beaucoup chez les skieurs, c'est ce contrôle de la peur. Parce que vous dévalez des pentes hyper raides, on se prend pas forcément compte à la télé, mais c'est très très raide. Est-ce que c'est quelque chose qui est relativement inné ou c'est travaillé ? Parce que je vois par exemple un cycliste, Thibaut Pinot, qui lui a des problèmes en descente parce qu'il a cette peur. Il a beau la travailler au fil des saisons, il est jamais véritablement à l'aise. Est-ce que du coup c'est inné ou c'est travaillé ? Alors je pense que le ski alpin fait partie des sports où il est très important de commencer jeune. Parce qu'à mon avis, jeune, on n'a pas les mêmes peurs, on n'a pas les mêmes appréhensions. Et c'est vrai que si on prend des automatismes, on se sent de plus en plus à l'aise dans un milieu jeune, ça aide. Donc je pense que le ski alpin, il y a une petite part alors je ne sais pas si on peut appeler ça de l'inné ou alors je sais pas, de l'apprentissage étant tout petit. Mais il y a une grosse part de ça quand même, parce qu'il y a rarement des skieurs alpins qui font de la compétition, qui ont commencé le ski au-delà de 10 ans, quoi. C'est très rare. Et après, je pense que c'est pas on n'élimine pas la peur. Je pense que c'est plutôt une gestion de la peur pour arriver à faire ce qu'on souhaite faire sur les skis techniquement et à l'engagement. Donc c'est plus un travail de gestion, ouais. T'as commencé à quel âge toi, juste pour le ski alpin du coup en compétition ? En compétition, j'ai dû commencer vers 6-7 ans. Ouais, c'est très, très, Et très à vite, faire ouais. du ski, ouais, j'ai commencé, je sais pas, à moins de 2 ans. Mes parents m'ont mis sur des planches à moins de 2 ans. Donc, il faut venir un petit peu du milieu pour faire de la compétition, j'ai l'impression. J'ai regardé avant de venir une vidéo, donc c'était une vidéo de promo de Rossignol, si je dis pas de bêtises, qui parle du départ. Et dedans, il y a un skieur qui dit que c'est un sentiment assez bizarre quand on est sur ce qu'on peut appeler la ligne de départ, le SAS. Je sais pas si c'est Le un départ, nom, ouais, la cabane de départ, la souvent. cabane de départ. Vraiment. Il dit en fait que c'est un sentiment bizarre où on est d'un côté très content d'être là, mais que c'est aussi un moment qu'on déteste. Est-ce que c'est quelque chose que t'as ce sentiment-là aussi ? Oui. Parfois j'ai ce sentiment-là parce qu'en fait, ça dépend de l'enjeu, ça dépend de la course. Hein. Bien souvent, c'est un réel plaisir parce que on s'entraîne, on travaille dur pour pouvoir être sur le départ des courses. Et quand on est au départ, on lâche un peu le lion qui est en soi.
Mais des fois, il y a des enjeux qui peuvent paraître lourds ou stressants. Et ce stress fait du bien, c'est ce qu'on aime. Mais c'est aussi parfois, comment dire, à cause de ce stress, on se dit mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je m'inflige ça ? Et en fait, quand on se pose cette question, on se répond tout de suite. On se dit mais ouais, je sais pourquoi. Parce que là, je vais me donner à fond et que je peux faire vraiment de belles choses et que quand je vais passer la ligne d'arrivée et que j'ai fait tout ce que je voulais faire avec les bonnes intentions et tout ça, là, je vais vivre des émotions incroyables. Donc ouais, c'est un petit mélange, mais il faut arriver à se l'approprier et à se sentir bien malgré tout là-dedans et à se dépasser. Parce que c'est combien de temps exactement entre le moment où toi t'arrives donc dans la cabane de départ et le moment où le commissaire ou l'arbitre te dit go ? Il y a quoi ? Il y a 1 minute à regarder la piste et à se refaire le parcours ? À peu près. Il y a des intervalles qui changent un petit peu en fonction des disciplines, mais moi, pour ma part, en géant, par exemple, en slalom géant, il y a à peu près 1 minute 45 entre l'athlète qui part avant moi et mon départ. Donc ça fait pas mal de temps à cogiter, quoi. Voilà, mais justement, il y a plein de gris-gris, il y a plein de petites choses qu'on met en place. Moi, par rapport au temps, c'est tout est minuté, même tout est à la seconde. Je sais qu'à 4 minutes, je vais chausser mes skis. 4 minutes avant mon départ, je vais chausser mes skis avec mon technicien. À 2 minutes, et je vais serrer mes chaussures. Ensuite, on va me donner les dernières informations. Pendant 45-30 secondes, je vais encore peut-être échanger avec le staff. Et par contre, quand le starter me donne le compte à rebours des 1 minute, là, je coupe tout. Je check mon staff de départ. C'est comme si c'était, salut, maintenant je m'en vais. Et la dernière minute, je me la consacre. Moi, je suis dans mon truc. Et là, je visualise. Là, je fais les derniers points de concentration. Et après, on a 5 secondes pour partir. Ok. Là, tu as eu une opération du genou, donc c'est pas anodin. C'est pas non plus ta première blessure, si je dis pas de bêtises, à cet endroit-là. Ouais. Comment ça se fait le retour sur les skis ? Parce que c'est un élément assez particulier. Parce que par exemple, quand on fait de la course à pied, on continue de marcher et donc du coup, on perd pas tellement le geste. Mais est-ce que c'est quand même naturel de remonter sur les skis après une longue blessure, du coup ? Je pense qu'il y a... Alors, moi, j'ai eu donc cette expérience une fois avec ma première grosse blessure. Aujourd'hui, j'ai pas encore remis les skis, mais c'est pas forcément le même type de blessure. C'est pas réellement une blessure, c'est plus une usure qui, au bout d'un moment, il fallait que je passe par de la chirurgie pour pouvoir atténuer les douleurs. Oui, parce que tu t'es fait ça sur une chute, mais tu as continué à skier toute la saison et tu t'es fait opérer à la fin de la saison. En fait, même avant la chute, je commençais déjà à ressentir des gènes. Et je savais que mon articulation, elle vieillissait pas super bien. J'avais quelques petites gènes au niveau des ménisques, des cartilages, des choses comme ça, pour les connaisseurs. Et puis en fait, il fallait que qu'on nettoie, qu'on fasse un petit nettoyage. Donc j'ai pu terminer ma saison. C'était pas une blessure qui nous arrête net. Mais après, il a fallu prendre la décision de faire ce qu'il fallait, de prendre le temps. Et en fait, dans tout ça, j'ai eu la chance de justement fixer moi-même mon planning, en fait, de décider quand j'allais me faire opérer, quand j'allais être arrêtée, quand j'allais revenir, etc. Donc ça, c'est plutôt bien par rapport à une blessure, ça évite les incertitudes. Et puis, quant au retour sur les skis... je pense que il y aura peut-être moins de surprises que la première fois parce que ça fait moins longtemps et puis quand même c'était une moins grosse blessure, mais c'est vrai que on doit s'approprier les gestes techniques, on doit les automatismes aussi, on doit commencer lentement mais comme à chaque reprise finalement. Et tu parles de surprise, donc c'est-à-dire que ça t'a fait quand même un sentiment bizarre de remonter sur les skis la première fois. Oui, c'est vrai. Ça, le fait de glisser, le fait de ne serait-ce que de remettre toute cette connexion là, la chaussure de ski, la fixation, le ski, il faut réapprendre à musculairement à se bouger avec tout ce système là en dessous. Donc
Ouais, c'est une question de quelques jours, hein, c'est pas grand-chose, mais les premières fois, ça fait toujours un petit quelque chose. Et puis après, ben, là, l'évolution technique et spécifique se fait sur plusieurs entraînements après par la suite. Ouais. Je discutais avec quelqu'un, parce que là on est au Centre national de ski français, donc à Albertville, et je discutais donc avec une personne du centre qui me disait que dans chaque groupe de ski ou de ski surtout, il me disait que entre 65 et 85% des skieurs, au moins une fois dans leur carrière, se font les croisés. C'est énorme. Ouais. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. D'ailleurs, on a coutume de dire, enfin, c'est d'ailleurs pas une très bonne habitude, hein, mais de dire qu'on n'est pas un vrai skieur tant qu'on ne s'est pas rompu les ligaments croisés. Donc, bon, c'est c'est une blessure très, très commune. Ouais. Très, Et du très coup, commune. quand on se les fait, est-ce qu'il y a ce côté, je savais que ça allait arriver, donc on est limite préparé mentalement à cette blessure, ou ça reste quand même un drame parce que ça bloque une saison et derrière, peut-être même ça fait une saison blanche derrière parce que le temps de se remettre, c'est compliqué. Ouais. Quoi. Oui, ça reste une blessure grave et vraiment embêtante. Mais on sait qu'en plus, on a une cellule de réathlétisation pour nous remettre sur pied. On a un staff médical aussi pour nous remettre sur pied. Comme c'est une blessure qui est quand même malheureusement très courante, on va dire le processus de retour, il est hyper bien ficelé et il y a rarement des soucis, tout se passe plutôt bien. Donc voilà, on sait qu'on est arrêté minimum 6 mois, plus le temps de reprendre ses habitudes, ses automatismes sur les skis, son niveau, on va dire, d'avant-blessure. Ça demande bien une année et c'est vrai que ça, c'est toujours dramatique dans une carrière, hein, quoi qu'il arrive. Vaut mieux éviter, mais c'est sûr que une blessure comme celle-là, on sait qu'on peut s'en sortir, on sait qu'on peut continuer notre carrière et continuer à progresser malgré tout. Enfin voilà, ça n'empêche pas l'évolution du skieur. Ok. Toi, on parlait justement de ce centre, toi, qui est très récent, ça fait 2 ou 3 ans qu'il est ouvert. 3 ans, donc, je tu as crois. vécu le changement entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. Ouais. On m'expliquait qu'avant, donc, vous partagiez des gymnases ou des trucs comme ça, donc c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, vous avez un truc dédié à vous. Ouais. J'imagine que la différence est nette. Ouais, la différence est énorme. C'est vrai qu'avant, on avait une salle de musculation qui était dédiée à la Fédération française de ski. Donc pour tout ce qui est ski, snowboard, même les disciplines acrobatiques. voilà, tout. Et donc une salle, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Donc il y avait, je sais pas combien de créneaux dans la journée. Donc c'était pas des horaires qui étaient idéaux pour pouvoir s'entraîner forcément tout le temps. Et puis après, on faisait un petit peu avec ce qu'on avait quoi, autour. Donc oui, avec les gymnases autour, avec ce que la région pouvait nous apporter, là, le terrain naturel, on va dire. Et finalement, moi, je me rends compte avec un peu le recul. Alors, on a un outil là qui est incroyable, qui est génial. C'est vrai qu'on a un confort d'entraînement qui est super. Moi, ça fait 3 ans que je m'éclate pendant ma préparation parce que je peux tout faire. Le matin, souvent, je suis ici. L'après-midi, je suis dehors dans la nature à faire un sport plutôt cardio. Et puis voilà, on peut vraiment faire de tout. Mais je me rends compte que quand même, malgré tout, on arrive à faire quelque chose de qualitatif sans avoir grand-chose. Et que Maintenant, on a tout ça, on a un super confort, on devient même un peu plus exigeant et ça permet de passer quand même quelques caps. Ouais, c'est une professionnalisation du ski en France, un gros cap, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Du coup, justement, tu disais, donc là, tu fais un sport plutôt cardio, on est en plein milieu de l'été. On a souvent des images des skieurs de fond avec leur ski roulette qui s'entraînent l'été. Pour les skieurs de descente, comment vous faites pour garder ces sensations ? Est-ce qu'il y a des outils ou du coup, faut attendre l'hiver, faut attendre la neige ? Alors non, nous on retourne sur les skis quand même normalement au mois de juillet, puis août un petit peu, et ensuite à partir de la mi-septembre cette année par exemple, on part dans l'hiver en hémisphère sud. Okay. Donc on skie quand même pas mal. Enfin, en tout cas, on garde un contact avec le ski. On a peut-être 2 voire 3 mois maximum vraiment sans toucher les skis pendant l'été. Ok, donc c'est pas si long que ça en fait. Voilà, c'est pas si long, et puis on a tous ces petits retours qui nous rappellent techniquement
ce qu'on doit faire et puis les sensations surtout. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas d'outils. Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment d'outils comme les skieurs nordiques où on peut simuler le geste technique. Après, eux nous disent aussi que la neige, c'est compliqué de remplacer les sensations en ski roue, de neige sur les ski roue, quoi. Ils font du ski roue pour le geste, pour les heures, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le retour de sensation non plus. C'est exactement la même chose. Ouais. Mais là, il y a des choses, notamment à Cluse, une espèce de piste en synthétique qui s'est ouverte. J'ai jamais eu l'occasion de tester, mais pourquoi pas. Peut-être ça peut être un outil pour faire quelques petits retours de sensations. Moi, je connais dans le nord de la France, il y a à Méville. Moi, c'est à Neu-les-Mines que je connais. Et en gros, c'est une sorte de caoutchouc avec de l'eau qui simule une glisse. Je sais pas si c'est la même chose du coup. Non, je connaissais pas du tout ça. Alors, on a aussi il y a des dômes c'est des grands dômes réfrigérés où il y a une vraie piste dedans. Donc ça, à Amnéville, par exemple, il y en a un, c'est vrai. Mais là, à Cluse, non, c'est plutôt un truc comme un tapis qui roule sur lui. En fait, qui roule sur lui-même et nous, on reste sur place, mais finalement, le tapis glisse sous le... Voilà. Mais je peux pas trop en dire parce que j'ai jamais essayé, donc à voir. D'accord, c'est intéressant, c'est bien, ça avance. Ouais, il y a de la technologie là, ça. J'ai vu une vidéo avant de venir qui m'a fait rigoler. Qu'est-ce que c'est que cette passion pour le tricot du coup? Parce que moi j'arrive à Albertville, je me dis je vais voir une skieuse qui adore la vitesse. Elle doit aussi, en dehors sur son temps libre, aimer faire des trucs un peu fous comme ça. Et je vois dans une chambre d'hôtel en train de faire du tricot, donc c'est particulier. Oui, alors là, l'été, par exemple, dans le tricot, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et puis j'ai pas trop l'envie avec ces chaleurs. Oui, c'est sûr que la grosse laine, c'est pas le... Ouais. Mais non, c'est une activité plus de détente et d'évasion. Un peu, c'est comme le dessin, c'est comme, je fais quelques petits trucs comme ça qui sont pratiques à emmener dans la chambre d'hôtel, en déplacement, surtout pour pas cogiter pendant l'hiver, essayer de se reposer un peu l'esprit, quoi. C'est des activités que j'aime bien, ouais. J'aime assez la créativité, j'aime assez le fait main et du coup, le tricot, c'est ce qui colle le plus à mon sport, je pense, donc... Ouais, j'aime bien. Et puis, mais c'est revenu à la mode, le tricot. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a une reconversion, du coup, potentielle dans le tricot ou on n'en est pas là encore? Non, on n'en est pas là encore. Ça fait partie des activités, de nombreuses activités que j'aime bien faire. C'est vrai, comme je disais, là, l'été, j'ai pas du tout le temps. Et au contraire, je suis plutôt plein d'autres sports et plein d'autres choses. Et j'arrive pas trop à m'arrêter et l'hiver c'est plus qu'on est dans un rythme, on skie quasiment tous les jours, il faut arriver à être détendu et reposé pour les jours de compétition qui sont les week-ends, donc voilà, c'est une activité comme une autre pour passer le temps, se détendre. Très bien. On aurait pu avoir les Jeux Olympiques à Annecy en 2018. Ça aurait été juste à côté de chez toi parce que comme tu le disais, tu es du Grand Bornand. Est-ce que c'est un vrai regret de ne pas les avoir eus et de se dire que du coup, très certainement dans ta carrière, c'est même quasiment sûr, il n'y aura pas les Jeux en France, les Jeux d'hiver, quoi. Je peux pas dire que c'est un regret parce qu'on les avait pas encore, on espérait en fait. C'est un espoir qui est assez anéanti, quoi. Après c'est vrai que c'était plus un objectif à atteindre d'avoir les Jeux en France. C'est vrai que ça aurait été magnifique, mais je me suis pas projetée autant pour me dire je veux y aller, quoi. Donc non, ça a été je pense que ça aurait pu être magnifique. Je pense que ça aurait pu être une belle candidature. C'est vrai qu'en plus, moi, l'année dernière, qui ai vécu donc ces Jeux 2018, qui auraient pu être à Annecy, quand on essaie de se refaire le film, ça aurait pu être sympa. Mais voilà, comme ça s'est pas passé, je me suis pas autant projetée. Et non, les Jeux en France, oui, je me suis vite fait une raison que ça allait pas être pour moi.
Et justement, quand tu étais en Corée l'année dernière, tu t'es dit à un moment, ça aurait pu être en France, ça aurait été cool quand même. Ah non, Ou j'avoue t'étais que trop dans non, le ouais, truc, j'étais trop dans le truc. Et puis en plus, c'est tellement en amont, les décisions, les choses comme ça, que ça faisait déjà un moment on s'était mis en tête que ça allait être en Corée, et voilà quoi. Enfin, c'est comme pour les prochains, on sait que ça va être en Chine. Ouais. Et voilà, et je sais même plus qui était candidat contre les Chinois. Enfin, J'avoue que là, tout de suite, je ne pourrais pas le dire non plus. donc non. Voilà, c'est tellement en amont la décision qu'on se prépare. Voilà, Et justement, c'est un objectif, les prochains jeux en Chine? Pour être honnête, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas du tout. Je dois avouer que je sais que ma fin de carrière approche et que je ne sais pas encore pendant combien de temps je vais skier. Et les jeux ne sont pas forcément un objectif de fin ou même un objectif tout court, quoi. Je veux dire, si je sens que ma fin de carrière arrive avant les jeux, ben, c'est que ce sera le moment. Et tant pis, je n'aurai pas une 3e Olympiade à participer, auquel je peux participer. Mais je ne sais pas. Et en même temps, c'est tellement proche aussi que je me dis pourquoi pas. Et donc, ouais, non, j'en sais rien du tout. Parce que, oui, donc tu dis ta fin de carrière approche. Le ski, c'est une discipline traumatisante, notamment pour les articulations. Ouais. Est-ce que du coup, c'est un truc qu'on se dit de toute manière, potentiellement, c'est une blessure qui va m'arrêter, et du coup, on est plus relatif, on relativise un peu plus sur le truc, sur ce truc-là. J'ai appris ça m'a bien aidé à relativiser, ça c'est certain, comment dire, en fait, les hivers, les saisons passent à une allure incroyable. On enchaîne. Et c'est vrai que, voilà, d'avoir des petits soucis comme ça, on se pose, on regarde un petit peu en arrière ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli. Et ça aide un petit peu à se dire, ben ouais, j'ai déjà fait tout ça, j'ai rien à prouver à personne, je fais les choses parce que j'ai encore envie de les faire, parce que c'est encore un plaisir, et que j'ai envie d'aller chercher encore d'autres choses. Mais voilà, ça nous aide à ce niveau-là. Mais j'en suis jamais arrivée au point de me dire ma blessure ne me permettra pas de continuer et je vais arrêter là-dessus, quoi. Non, j'ai toujours eu cette impression, en tout cas, d'en avoir encore un petit peu sous la semelle. Est-ce que, on va rester un peu sur les Jeux Olympiques, là je vois vous êtes tous vers Albertville parce qu'il y a le centre. Ouais. Est-ce qu'il y a plus que dans les sports d'été, peut-être une cohésion de groupe entre toutes les équipes de France de ski? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, ou finalement vous avez vos objectifs et même si vous êtes là, chacun se prépare pas dans son coin, mais... Non, je crois qu'on a une vraie cohésion. Cette grande fédération réunit quand même beaucoup de sports par rapport à d'autres fédérations. Il y a le snowboard, il y a le ski nordique, il y a le biathlon, le ski alpin, le freestyle. Il y a beaucoup de sports différents. Et on est individuels chacun dans nos sports. Mais malgré ça, on s'entraîne en équipe et c'est vraiment important pour nous. Déjà pour la mise en place, pour le côté technique et logistique. Et puis même pour le côté, moi en tout cas personnellement, pour la progression, pour se tirer les uns les autres vers le haut. Et du coup, je pense que ça crée un vrai effet de groupe, une vraie équipe, cette émulation-là qu'on ressent. Moi, j'ai pas l'impression de faire un sport individuel. Okay. Alors que sur la piste, et les résultats, le palmarès, tout ça, c'est très individuel. Ouais. Mais ouais, non, on a cet esprit quand même, je pense. Puis il y a un truc qui m'intéressait aussi, c'est que on me parlait de la réathlétisation avant. Contrairement à d'autres sports, en fait, tous ceux qui sont blessés à la Fédération française de ski font leur réathlétisation en même temps. Donc on n'est pas tout seul. Ouais. Et du coup, ça doit être hyper intéressant, parce qu'on entend souvent, plus souvent dans le foot d'ailleurs, ceux qui sont blessés qui se font les croisés, ils sont mis à l'écart, ils ne voient pas grand monde. Y en a qui parlent un peu d'un sentiment dépressif. Vous, du coup, vous avez pas, ça se pose même pas, parce que vous êtes tous là, quoi. Ouais. Ça a vraiment été une belle idée, puis une belle innovation. C'est que ça fait quelques années que ça se met gentiment en place. Moi, c'est vrai que lors de ma blessure, il y a déjà 5 ans, presque 6 ans,
Ça commençait déjà, c'était pas autant structuré tout ça, mais ça commençait déjà à être mis en place. Et c'est vrai que ouais, ça aide beaucoup. En plus, on a vraiment des... Enfin, il y en a qui arrivent, ils sont tout juste blessés, d'autres qui sont en train de sortir de réathlétisation et qui sont à nouveau valides. Donc il y a vraiment des niveaux de progression qui sont complètement différents, mais malgré ça, ça crée quand même un petit groupe encore à part des équipes. Et ouais, cette prise en charge, je pense qu'elle est importante pour le psychologique aussi, c'est vrai, hein, parce que se remettre de blessures, c'est long, c'est souvent douloureux, on passe souvent par des moments de doute, et là, on peut le partager avec d'autres et on peut se rebooster. Donc là, tu as eu, si je dis pas de bêtises, 200 départs en Coupe du Monde, pile. Tout juste, ouais. Ça, c'est beau. C'est ce que j'ai appris en fin de saison l'année dernière. S'il y a un moment parmi ces 200 départs, lequel te revient en premier Alors, il y en a deux. Ok, J'ai droit deux. J'accepte. Il y en a un qui me revient pour... Ouais, enfin les deux, c'est des super bons moments. C'est vrai que les mauvais, on les oublie vite et les bons, ils passent au-delà de tout ouais, ça vaut tout. Et donc, il y a les championnats du monde à Saint-Moritz, qui pour moi a été une journée vraiment parfaite. Je pense que en ski alpin, on ne peut pas viser la perfection. Mais je sais pas, j'ai fait des erreurs pendant cette course et tout ça, mais donc c'est en 2017, lors de ma deuxième médaille au championnat du monde. Je sais pas, c'était les conditions, le lieu, la course, mon état d'esprit, mon entourage, tout était là et tout était comme en tout cas je le souhaitais, et du coup ça a super bien marché pour moi. Donc quand tout se réunit comme ça et que ouais, tout se passe dans la fluidité et ça coule quoi. Ouais. Non, c'était très agréable comme moment, et puis en plus j'ai pu aussi exploser de joie à la fin, parce que voilà, c'était un titre de championne du monde, c'était aussi le partager avec l'équipe qui a vécu plus ou moins la même journée que moi, et voilà, terminer là-dessus, c'était magnifique, ouais. Donc ça c'est le premier. Et puis le second, c'était quelques semaines après, je dirais. C'était à Aspen, pour la dernière course de la saison où je remporte le Globe de Cristal, donc le classement général de la discipline. Et en fait, la tension faisait que monter au fur et à mesure de l'hiver, parce qu'on a le maillot de leader, on sent que ça peut être atteignable, ce Graal. Nous, c'est un Globe de Cristal, c'est vraiment en plus bien matérialisé. Et donc, juste pour ceux qui ne savent pas, du coup, oui. C'est un peu comme au Tour de France. Le leader du classement général a un dossard particulier. Dossard rouge, ouais. Le dossard rouge, c'est ça. On sait que c'est lui le leader avant son départ, du coup. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Et puis donc, en fin de saison, il est récompensé par ce globe de cristal. Donc, il y en a un par chaque discipline et un au général de toutes les disciplines. Et moi, j'étais dans la course pour celui du géant. Et en fait, tout peut se passer, comme dans n'importe quel sport. C'est vrai que l'erreur est vite arrivée, on peut vite, en plus là, ça se joue à des dixièmes ou à des centièmes de seconde, on peut vite perdre des places, donc des points pour ce classement sur une compétition. Et là, c'était la dernière compétition. J'avais une seule concurrente qui pouvait me rattraper, c'était Michaela Schifrin, qui était seconde. Et donc, cette dernière course, c'était un mélange de... C'était une tension incroyable. Je pense que je skiais... J'étais un robot. Je me répétais, en fait, les choses à ne pas oublier. C'était vraiment très mécanique, très technique, pour éviter que mon esprit il aille partout, et que je me perde et que j'en oublie l'essentiel, et que surtout que je fasse l'erreur avant la dernière course, quoi. En plus, si je dis pas de bêtises, t'es pas obligé de gagner, tu dois terminer dans les 5-6 pour être assuré d'être... C'est ça. C'est ça. En fait... Est-ce que du coup il y a un truc où tu te dis je vais pas prendre de risques, ou tu vas à fond et tu te dis de toute manière... c'est l'erreur. Je pense que c'est une erreur. Alors moi, la situation exacte, c'est que j'avais 80 points d'avance, donc la victoire en Coupe du Monde, c'est 100 points. Donc il fallait qu'elle fasse première ou deuxième de la course, et moi que je marque pas de points, donc
quand on sort des 15, au final, on ne marque pas de points. Ok. Ou quand on fait une erreur, on sort du tracé, on ne marque pas de points, etc. Donc, c'est vrai qu'avec du recul, je me dis, mais bon, j'avais une petite marge. Mais quand j'étais dedans, je me sentais complètement agressée par ce résultat. J'étais complètement focalisée là-dessus. Et puis, il y a 2 manches. Donc, la première manche, je termine, il me semble, 6e, un truc comme ça. Donc, pas Bien, excellent. mais voilà. Et elle termine 2e. Donc, elle était vraiment dans la course à la victoire. Et puis moi, 6e, pour terminer au-delà des 15, il y avait, je sais pas, mais peut-être 1 seconde à peine d'écart. Donc on se fait vite des films. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai pensé technique, je me suis robotisée. Et puis au final, sur la 2e manche, j'ai réussi, mon mental a bien réagi, il a bien bossé avec moi et j'ai réussi à prendre la tête et à terminer même 5e. Et puis en plus, elle a reculé un petit peu. Je pense qu'elle a dû savoir, ça a dû, voilà, peut-être cogiter là-haut, j'en sais rien. Mais il se passe tellement de choses en plus au départ que du coup, donc j'en suis sortie, on va dire, victorieuse. Et puis j'ai ramené ce globe. Donc vraiment une journée de comment dire. Ouais, là, c'est pas tout est parfait, il y a un peu des Ah hauts ouais. et des bas, quoi. Ah ouais, là, Donc, c'était des émotions décuplées en bien comme en mal. tu parles de skier mécanique. C'est quelque chose que... Alors, déjà, moi, je skie pas très bien, mais je veux dire, on peut skier mécanique. J'ai l'impression qu'il faut toujours avoir un genre de feeling avec la piste, parce que si on passe sur une plaque de verglas ou quelque chose comme ça... Mais non, du coup, on peut skier mécanique sans se poser trop de questions, on y va et boum, quoi. Dans l'idéal, non. Ouais, ok. Dans l'idéal, c'est vrai que c'est un sport de sensation, Oui, c'est un ça. sport d'instinct. C'est aussi pour ça, je pense qu'il faut attaquer jeune pour faire de la compétition, parce qu'il faut avoir ce petit côté instinctif de savoir quand démarrer la courbe, quand mettre ses appuis, quand sur les neiges, la réaction et tout ça. Mais dans certains cas, là, il fallait pas que j'oublie un truc important. Enfin, il fallait vraiment que je baisse pas mon attention sur mon engagement. Du coup, c'était ça. C'était vraiment à chaque virage, je pensais engagement devant. C'est bête, hein, mais c'était des petites choses plus mentales, psychologiques que techniques. Donc, mais après, oui, pour répondre à la question, le ski, c'est plutôt un sport assez... c'est un sport quand même de relâchement, en fait. Ok. Plus on est relâché et dans le bon timing, c'est vraiment le timing qui est important, notamment dans le slalom géant, là, ma discipline. Plus le timing est bon et juste, plus ça file et moins on perd de temps. Ok. J'ai lu en préparant cette interview, tu as fait des petits articles de blog où tu racontais un peu ta saison. Ouais. Et tu remercies les supporters du Grand Bornand. Moi, j'ai eu la chance d'être au Grand Bornand. Alors, je pense que c'est lorsque tu gagnes ton premier championnat du monde. D'accord. Tu reviens et il y a une grosse fête, feu d'artifice. C'était assez fou. Ils sont vraiment particuliers. En quoi ils sont particuliers, les supporters du Grand Bornand? Parce que c'est une petite station. Il y a 2000 habitants à l'année à peu près. Ouais. C'est une petite station village familiale. Et je pense que c'est ce qui fait sa particularité aussi. C'est qu'on se connaît tous, on est tous proches et on est tous passionnés par le ski. Donc il y en a qui le font en compétition, il y en a qui le font c'est leur métier. En tout cas, tout le monde vit ski quand même la plupart de l'année. En fait, tout a démarré, pas ma génération, une génération un petit peu avant, avec Steve Missilier et Thomas Mermillot-Blondin, qui avec leur bande de copains, leurs copains les ont suivis. C'est Yves Périssin, le président du fan club depuis de nombreuses années, qui est leur pote et qui a monté ce fan club. Et en fait, ça a perduré de génération, même moi, quelques années après, ils m'ont accueilli et puis soutenu comme jamais. Donc non, c'est vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que c'est dans le sang aussi d'être supporter. C'est un vrai groupe de supporters, ils font des déplacements, Oui. C'est vraiment... Ouais, ils se prennent vraiment au jeu, c'est très bon enfant, c'est très, très jovial, c'est la fête, ils en profitent aussi. Il y a le circuit de ski alpin, il y a des belles éditions, des classiques, on va dire. Ils sont toujours là.
Et ils sont toujours remarqués. C'est vrai qu'ils sont. Alors, il y a un championnat, enfin, il y a une Coupe du Monde de fan club. Okay, et ils ont été élus meilleurs fan club du monde plusieurs fois. Donc voilà, non, ils sont assez uniques, assez incroyables dans leur genre. Et puis ouais, le soutien est constant, que ce soit de bonnes, de mauvaises saisons, et de pouvoir faire des résultats. Déjà pour nous on est content, mais d'avoir un fan club comme ça et de faire des résultats, on se dit c'est cool, ça amène aussi un peu de joie et de fête dans le village tout l'hiver. Je sais que si ça paye bien les résultats, le village c'est content, ils sont contents quoi. C'est bien vrai. Il y a une des dernières questions que je me posais. Est-ce que quand on fait du ski à haut niveau, de temps en temps, on va sur les pistes en station avec sa famille juste pour descendre. Surtout, je vais aller plus loin, surtout quand c'est en saison et qu'il y a les fameux Parisiens qui débarquent. Je sais que c'est jamais très apprécié. Alors ça peut nous arriver. Alors que Parisien ou pas, ça nous dérange pas. C'est pas ça le problème. C'est plus que en fait la saison est très intense et que en fait. Quand on fait plusieurs disciplines, donc moi, mon cas, je fais du super G et du slalom géant. Donc c'est quasiment tous les week-ends de compétition. Donc du coup, ça réduit un petit peu le temps. Alors, ça arrive à Noël, parce qu'on a une petite trêve à Noël. Donc souvent, la tradition, c'est de faire un petit peu de ski le jour de Noël. Ok. Voilà, tranquillement, entre amis ou en famille, et puis juste glisser, même s'arrêter au bar, au resto, plus boire du chocolat chaud que de faire des pistes en réalité. Et puis un petit peu en fin de saison aussi, ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'en fait, on est tellement dans notre saison. Enfin, nous, le temps fort de la saison, c'est du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, et ça laisse peu de temps pour... Mais il y a quand même ce côté plaisir de faire du ski dans ces moments-là, du coup. Oui, parce que oui, bien totalement sûr. différent. Là, c'est c'est complètement différent. Mais moi, je fais partie je pense, on est une majorité, j'espère, mais de celles qui se fait un maximum de plaisir dans les portes, quoi. Dans les portes, dans la compète, dans les pistes qui sont tracées pour nous. Faire du ski libre, oui, c'est la liberté, c'est tranquille, c'est être voilà, bien sereine, mais par contre, le vrai plaisir, les vraies sensations, je me les procure dans les portes, quoi. En compétition. Ouais, je suis une vraie compétitrice. C'est du racing, comme on dit. Eh bien, écoute, on va passer à la dernière partie de l'émission. Donc, cette dernière partie, en fait, c'est un questionnaire. On pose les mêmes questions à chaque invité. D'accord. Comme ça permet de voir un peu les ressemblances ou les différences, sachant qu'on a des invités très différents. Même si je remarque que c'est la deuxième fois d'affilée que j'ai une championne du monde, du coup. J'avais eu Jean-Marc Mormec juste avant. Je vais renommer ce podcast champion du monde si ça continue. Et du coup, première question. S'il y avait un sportif francophone que tu aurais envie de rencontrer pour lui poser une question, ce serait qui et quelle question? C'est dur. Roger Federer, il est francophone. Hein. Il est totalement francophone. Ouais, moi, ce serait vraiment Roger Federer. J'aime beaucoup. On se rejoint là-dessus, du coup. J'aime beaucoup. Et après, quelle question? Je sais pas, enfin, on aurait envie de lui dire mais comment tu fais, quoi. mais en fait, je pense que j'aurais juste envie d'apprendre à lui parler comme ça, quoi, juste apprendre à le connaître et aller boire un chocolat chaud en haut d'une piste ouais, avec lui, par quoi. exemple, exactement. Pas forcément lui demander quelque chose de bien précis, parce que je pense, étant sportive, qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de technique miracle, il n'y a pas de truc. On ne peut pas répondre comme ça, comment tu fais en une fois. Je pense que c'est vraiment plus de l'observer, en fait. J'aurais envie de l'observer, voir comment il vit, comment il est, quelles sont ses petites habitudes. Et puis, après, c'est sûr que toute sa carrière, tout son vécu, son ressenti m'intéresse, mais une question, c'est dur, donc plutôt l'observation. Si jamais un jour, j'aimerais beaucoup, on lui repassera ce moment du coup. S'il y avait un événement sportif que tu aimerais bien revivre, donc c'est vraiment large, ça peut être les tout premiers Jeux Olympiques jusqu'à hier, le Tour de France et la victoire de Quintana, si les gens veulent repérer à quel moment on enregistre l'émission. Donc n'importe quel événement sportif. N'importe quel événement, totalement libre.
que j'en regarde quand même quelques-uns. Ah si, j'en ai un. Mais ouais, j'en ai un que j'ai vécu en plus de l'intérieur, donc trop contente. En fait, j'ai assisté à une des victoires de Martin Fourcade aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. La victoire, alors je sais plus sur quelle discipline c'était, enfin sur quel événement en particulier dans le biathlon c'était, mais il est arrivé au sprint contre son adversaire et en fait on a vu la ligne d'arrivée, quoi. On les a vus passer en même temps, on était vraiment à 2 doigts et après on a attendu cette photo finish. On a vu que c'était bon, on a explosé le jeu ensuite, puis on a vécu toute la course avant aussi. Ouais, ça c'est un beau moment de sport que j'ai vraiment apprécié, que j'ai pu en plus vivre quand même un peu de l'intérieur. On a pu voir Martin tout de suite après, qui nous a avoué qu'il y croyait pas trop parce qu'en sprint c'était pas encore son truc. Voilà, que des en inside vraiment chouette. Donc petit aparté dans ce questionnaire. Vous faites des grosses fêtes quand il y a des trucs comme ça aux Jeux Olympiques, ou c'est pas l'ambiance parce qu'on est toujours un événement à préparer ou des trucs comme ça, mais quand il y a des événements, des médailles d'or il y a une comment ça, ils appellent ça la Maison France. Oui. Donc c'est le QG pour le retour des médaillés après la journée. C'est là où on célèbre un petit peu les médailles. Alors ceux qui enchaînent pas mal peuvent pas se permettre, donc ils y vont pour les médias et les choses comme ça, mais c'est pas la grosse fête, mais c'est quand même une célébration. Il y a quand même une grosse ambiance. Et puis moi j'ai pas eu cette chance là, mais après ma compétition, sachant que j'en avais pas derrière, c'est vrai que je me suis rendue quand même au Club France pour un petit peu m'imprégner de cette ambiance, mais ouais, pas grosse fête. Moi les Jeux Olympiques, heureusement que Martin était là pour remonter le truc, au niveau de mes émotions. J'ai vécu ça et ça m'a fait du bien, parce que c'est vrai que j'ai pas vécu les jeux que je rêvais, mais bon, ça arrive. C'est comme ça, hein. C'est pour ça que les jeux, c'est aussi incroyable et c'est aussi magique. Si tu faisais pas ce que tu fais, donc du ski, quel sport t'aurais choisi? Sachant que je vais élargir, je vais dire un sport qui n'est pas dans la Fédération française de ski, sinon c'est je n'allais pas facile. penser forcément à ça en plus. Moi j'aime bien l'athlétisme. Ok. Une discipline en particulier? Plutôt le 100 mètres. Je pense pas être... Toujours la vitesse. Plutôt quelque chose de court. Après, j'ai déjà dit ça auparavant, on s'est déjà moqué de moi, mais c'est pas grave, je continue. Moi c'est l'athlétisme, le 100 mètres, la puissance que ça peut dégager, le fait que... le fait de faire la course avec les autres. Voilà. Et puis il y a un autre sport aussi que j'aime bien, c'est le tennis. Ok. Ouais. J'aime assez bien. Oui, on s'y retrouve. Après, c'est pas forcément... je pratique comme ça pour le plaisir, mais je pratique pas très très souvent. Mais il y a ce côté geste technique en fait que j'aime beaucoup. Et malgré le peu que je pratique, on sent quand même quand on tape bien la balle ou quand on la tape pas bien. Et quand on la tape bien, ça fait bien, quoi. Un petit plaisir. Donc ce côté-là, ouais. Ta plus grande inspiration? Alors, quand on a commencé ce questionnaire, on avait demandé sportif, mais on a un peu élargi. Donc, si tu as une inspiration, cinéma, littérature ou sport, du coup. Ouais. Une inspiration, j'ai beaucoup aimé Nelson Mandela, que j'aime beaucoup d'ailleurs encore. Plus pour c'est pas du tout pour le côté sportif là pour le coup. Mais même s'il avait un petit truc avec l'équipe de rugby en 94, mais oui c'est sûr, mais non, voilà, pour sa philosophie de vie en général, pour tout ça, j'aime bien ces petites j'aime bien me rappeler quelques petites phrases qu'il a pu dire. Ça, je trouve que ça, j'aime bien. Ok. Un talent que tu aimerais avoir, donc pareil, sport ou pas sport? On a eu Jean-Marc Mormac qui disait jouer de la musique ou savoir parler en public. On a eu un journaliste de France Télé, Pierre-Étienne Léonard, qui nous a dit que lui, il aimerait retrouver son dunk, parce qu'avant, il pouvait dunker. Okay. Donc voilà, ça peut être très différent comme ça. Alors moi, ça serait plutôt avoir
Je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, on lit un texte et on le connaît par cœur. Ah, la mémoire photographique. Ouais. C'est vrai que ça serait cool, ça. J'aimerais trop avoir cette mémoire photographique et pouvoir tout apprendre, intégrer plein de choses et je pense que du coup ça me permettrait de jouer de la musique, ça me permettrait de faire plein de trucs. Voilà. La petite habitude ou superstition que t'es la seule à avoir. Et en plus tu disais que t'avais un peu des gris-gris, des trucs. Ouais. Alors j'ai des gris-gris mais j'ai pas trop je suis pas trop superstitieuse. J'ai plutôt tendance justement à, dès qu'il y a un petit truc qui me vient à me dire est-ce que ça pourrait être de la superstition, je me dis je vais aller dans le sens opposé et je vais me montrer que ça marche pas. Okay. Donc je suis plutôt comme ça. Après non, c'est plutôt une mise en situation en fait. J'aime bien me mettre dans dans une ambiance que je connais, dans un feeling que je connais. J'aime bien m'échauffer de telle manière parce que je sais que je vais être bien. J'aime bien faire mes respirations tant de temps avant parce que je sais que je vais avoir un peu de temps. Si on devait me demander pas ma plus grande peur, mais le truc que j'apprécie le moins, ce serait l'inconnu. Donc justement, je me mets un peu dans l'inverse, quoi. Mais non, superstition... Pas trop. Ok. Et du coup, pour terminer ce podcast, on va terminer par le début. Ton premier souvenir de sport quand t'étais gamine, de sport que tu regardais à la télé ou que t'as vu en vrai, du coup. Ouais. Alors, je regardais pas trop, toute petite, je regardais pas trop la télé, enfin pas trop le sport, quoi, à la télé. Donc mon premier souvenir marquant à la télé, c'est la médaille d'argent de Joël Chenal aux Jeux Olympiques de Turin. Ok, donc 2006. 2006. Donc okay. c'est assez récent, en fait. Ouais, j'étais déjà assez... j'avais quel âge ? J'avais 17 ans, 16 ans. Et du coup, en tout cas, je me rappelle m'être arrêtée, enfin, vraiment regarder la compétition, m'être posée devant et m'être dit, ok, ouais, là, il fait ce qu'on est en train de faire et ouais, c'est là où je veux aller, quoi. Donc, est-ce qu'il y a un côté c'est possible, du coup, ou c'est même pas ça ? Je pense que ça commençait à naître un petit peu, ouais. Ça commençait un petit peu à faire sa place dans ma tête. Mais avant ça, c'est vrai que j'ai regardé des compétitions avec le ski club à la télé. Je me souviens qu'on regardait pas mal Body Miller. C'était un peu le skieur qui marquait quand on regardait une course de ski à l'époque. Mais ouais, je m'attardais pas trop là-dessus. Je faisais vraiment du ski plaisir. Ok, donc pas tellement par amour de ce que tu voyais à la télé, plus pour tes sensations. Ouais. Ok, et écoute, on va se séparer là-dessus, mais merci encore Tessa Worley d'avoir accepté l'invitation. J'espère que tu as apprécié le moment. Ouais, c'était super. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce nouveau Transisport. N'hésitez pas à le partager si ça vous a plu. Et pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts, SoundCloud ou quelle que soit l'application que vous utilisez et à nous suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Je vous souhaite la bonne soirée. Salut. Allez Tessa, une manche. 1 minute 03 pour rejoindre dans la légende Carole Merle, la dernière française sacrée en géant, c'était il y a 20 ans à Morioka. C'est parti. Allez, Tessa, la skieuse du Grand Bornand, là, tous les fans être devant leur écran télé pour l'encourager. 09, c'est une belle marche, surtout que Tina Mazy n'a pas été exceptionnelle sur la première section. Il y a du relâchement, de la légèreté encore là pour Tessa. Ouais, c'est excellent. Oh oui, une 36, exceptionnelle. Oh, elle est en train de se donner une marche confortable là, Tessa, mais il faut pas y penser, il faut avancer, continuer d'avancer dans la pente. Voilà, continuer de bien travailler ses appuis, du relâchement, c'est bon. Là pour l'instant, elle paraît intouchable, Tessa. Une 46, elle a encore repris un dixième. Voilà, elle skie sur un nuage, là elle est au-dessus des autres, elle est parfaite au niveau des lignes. Allez, Tessa, il faut préparer l'entrée du mur maintenant. C'est toujours excellent, c'est son relâchement, moi qui m'impressionne aujourd'hui. Oh, elle skie facile, elle est sur le nuage. Elle est facile, elle est indestructible aujourd'hui, Tessa. Allez, continuez ici. Allez, petite. Allez, encore derrière, elle reste là. Allez, petite, c'est bon, une 43, elle ne peut pas perdre cette avance dans le mur, Tessa. Elle va être championne du monde. Elle va être championne du monde, Tessa. Une 12 d'avance à l'arrivée. Tessa Worley, championne du monde de géant. 20 ans après Carole Merle, la deuxième médaille d'or pour l'équipe de France. Après Marion Roland, on vit des championnats du monde exceptionnels pour l'équipe de France. Et on est content, on est heureux de porter ce ski français vers les sommets ici à Schladming.